Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré. Je suis Hélène, en compagnie de Mélanie. Binannée! Binannée! Premier épisode de 2024. Oui, après un bon petit repos reposé. T'as vrai. C'est pas faux. Un repos reposé. Voilà. Écoute. Mais en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on l'enregistre avant Noël. Oh, on leur dit ça? On leur dit OK, ça. on est bien honnête avec vous, la gang. Comme ça, on a une vraie pause pendant le temps des fêtes. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, on est le 15 décembre. Fait que là, vendredi. on n'est pas reposé. Pas encore. On n'a pas eu notre repos reposé encore. Non, ben moi, je pensais qu'on faisait semblant qu'on l'avait fait, puis qu'on n'est Mais pas non. de même. On est n'est pas vraiment bonne de à même. faire semblant. Non, vraiment pas. Plus aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur. Fait que... Mais c'est tellement twisted parce que je me suis réveillée de mauvaise humeur, SPM, aujourd'hui. Et je me suis dit, comme inconsciemment, je me suis dit, hey, je m'en vais, tu sais, je suis mauvaise humeur, mais hey, je m'en vais me raconter des histoires de tueurs en série cet après-midi chez Hélène, ça va être le fun. Tu sais, à quel point on est rendu de même. Puis je suis sûre que, tu sais, il y a tellement de gens qui nous écrivent. Je sais que il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui sont je vais me détendre, je vais aller prendre une marche, puis je vais écouter une histoire de meurtre. Ouais. Celle-là que j'ai aujourd'hui, en plus, elle est solide. Elle est vraiment intense. OK. Fait que, mais avant ton histoire, On avait une mise à jour importante sur Oui. le cas de la fillette de Granby. Oui. Je me rappelle plus c'est quel épisode que j'ai fait, mais sache que aussi j'ai regardé notre wrap-up Spotify Ouais. de l'année et la fillette de Granby, c'est notre épisode qui a été le plus téléchargé. Oh, ouais. Ever. Ah! Dans tous nos épisodes. Donc, C'était ça quoi? allait quand même marquer le Québec. Ben oui, vraiment. Cette histoire-là. Et là, on se rappelle que, je ne vais pas aller dans les détails si vous voulez aller l'écouter, mais c'est une petite fille de 8 ans qui s'est fait séquestrer et tuer par son père et sa belle-mère. Puis c'est la belle-mère qui a majoritairement agi. Et le père avait eu, en janvier 2022, 3 ans et demi de prison. La belle-mère a eu prison à vie. On s'entend qu'il y a 3 ans et demi pour avoir tué sa fille, c'est vraiment, vraiment pas assez. Et il l'a selon moi. enveloppé dans du saran wrap. Sa tête. On se rappelle. On se rappelle. 3 ans et demi. Et là, monsieur, il a eu le droit, il a fait une demande de libération conditionnelle et elle a été acceptée. Donc, il va être en semi-liberté dans une maison de transition jusqu'à sa libération en mai de cette année. Parce qu'il avait été arrêté puis il avait été incarcéré, détenu ouais. avant son procès. Donc, ça s'ajoute. Tu sais, ça s'accumule les 3 ans et demi à partir de là. Donc, 34 ans, monsieur. Il va être sorti. Là, il est en semi-liberté. Tu sais, il y a quelques conditions, là, genre... Mais au moins, les conditions ont du sens, là, puis j'espère qu'elles vont être là pendant longtemps. Ouais, genre, tu peux pas être en présence d'un enfant de 16 ans et moins. Il y a Tout aussi seul, une je restriction, ouais. Il y a une restriction géographique. Je pense que sa famille est un peu dispersée en Québec, puis il y a certaines villes où il peut pas être, certaines régions où il n'a pas le droit d'être. Aussi, il y a d'autres affaires. Il y a toutes les relations qu'il va avoir dans le futur avec des femmes. Il faut qu'il les mentionne aux autorités, il faut qu'il les déclare. Et aussi, il faut qu'il fasse des séances de counseling psychologique, selon l'article de TVA Nouvelle que j'ai devant moi en ce moment. Oh mon Dieu, je viens de voir des photos du saran wrap. Si vous avez le cœur solide puis vous ne l'avez pas encore écouté, je vous le conseille d'aller l'écouter. Si vous êtes parent puis vous avez le cœur sensible, écoutez-le pas. Ouais. Fait que voilà. C'est mon introduction à le premier cas de l'année 2024 que je te fais. Ouais, tu nous as préparé un gros cas, là, en plus. Oui, 10 pages de long. Mais il est quelque chose, ce cas-là, et il est connecté avec plusieurs autres cas qu'on a fait. OK. Je te dis pas comment, je te dis pas quand, je te dis pas quoi. Mais voilà. OK, cool. Donc aujourd'hui, je te parle de Michael Wayne McGray.
que vous savez déjà passer probablement le titre de l'épisode. Son nom me dit quoi? Je pense que j'ai dû l'entendre à quelque part. C'est sûr que tu l'as déjà entendu. Ouais. Puis plus je vais te raconter l'histoire, plus tu vas comprendre pourquoi. Mes sources, je l'ai trouvé sur Murderpedia. Ouais. Tu sais, des fois, je suis comme, quelle histoire que je pourrais faire? Il y a Dark Poutine, mes prefs ever, qui ont fait un épisode là-dessus aussi. C'est peut-être là que je l'ai entendu. Peut-être. Les articles beaucoup du Globe and Mail, de Canadian Encyclopedia, des dossiers officiels de la cour d'Halifax aussi sur lesquels je suis tombée. Et je vais pas te dire mon autre source tout de suite. Je vais arrêter de lire. OK. Mystère. Parce que sinon, ça gâche un peu mon punch avec quel cas c'est c'est connecté. Donc, Michael Wayne McGray, que je vais référer en tant que McGray parce que c'est comme ça que... D'habitude, j'aurais pu faire aux tueurs en série, aux meurtriers en général, par leur prénom, mais partout dans les articles de journaux, dans les podcasts ou whatever, ils utilisent tout le temps les noms de famille. Mais en anglais, je trouve qu'ils font plus souvent ça. Mais même en français, partout, ils l'appellent McGray ou pas. En tout cas. Puis j'ai décidé que j'allais faire ça maintenant. C'est bon. Puis que les victimes, je les appelle par leur prénom. OK. C'est ma nouvelle déontologie. C'est ça le mot? OK, donc, excusez-moi, je recommence. Michael Wayne McGray naît à Collingwood, en Ontario, le 11 juillet 1965. Sa famille déménage dans la municipalité d'Argyll, en Nouvelle-Écosse, où McGray passe la majeure partie de sa jeunesse. Son père est alcoolique, puis il bat fréquemment. Très jeune, McGray commence à développer une grosse rage intérieure, quand même incontrôlable. Il participe à des bagarres à l'école, il est souvent réprimandé pour son comportement agressif. C'est un petit garçon vraiment violent. Il est même placé dans plusieurs foyers d'accueil différents, puis il finit par être envoyé à l'école pour garçons Shelburne, qui est l'endroit où les garçons les plus ingérables étaient envoyés en Nouvelle-Écosse. Okay. À cette école-là, McGray, malheureusement, il est victime d'abus sexuels puis de violences physiques. Rien pour l'aider à se remettre dans le droit chemin. Non. Entre les âges de 8 et 10 ans, pour évacuer sa grosse colère intérieure, McGray commence à s'attaquer à des proies faciles. Classique, les animaux. Il s'attaque aux canards puis à d'autres types d'oiseaux en général. Puis il prétend les avoir tués sans faire exprès quand il se fait pogner. Après 5... Écoute. Oups, c'est pas fait par exprès, celle-là non plus. Là, comment est-ce qu'il s'y prend? D'habitude, il les tue en les étranglant avec ses mains nues, mais là, un moment donné, ça a l'air que, selon Dark Poutine, OK? Ça a l'air qu'il a étranglé un canard avec ses mains, mais que le canard a réussi à s'échapper. Ouais. Mais il a comme blessé, on sait pas trop comment, McGray en s'échappant. Fait que là, McGray a développé une colère encore plus intense. Il était comme, OK, les mains, ça c'est plus assez. Fait qu'il a trouvé un couteau à l'école, il l'a volé. Puis là, il a commencé à tuer les animaux avec un couteau. Ouf! Ce qui est plus efficace, quand même, quand tu penses. C'est quand même des signes... des pas bons signes. Tu sais, quand ton enfant commence à tuer des canards avec un couteau, là... Exact. Tu t'inquiètes, là. Mais tu sais, le petit gars, il starte pas comme... Sa vie, elle a pas commencé de la bonne manière, mettons. Puis il a pas l'air d'avoir beaucoup d'encadrement, mettons. Non. Donc, il passe une adolescence difficile, comme on peut se l'imaginer. Sombre dans l'alcool, la drogue... il commence à être bien connu des policiers. Il accumule les petits délits, genre vol, conduite dangereuse, agression sexuelle. Ouf, OK. Pas des agressions sexuelles, pas des viols, mettons, mais plus des attouchements, des choses comme ça. Pas que je diminue non, c'est ça. Le délit, là, ça reste. Ça va aller en escaladant, mais ça commence par des plus petits gestes, là. Ouais. Il est décrit comme violent, colérique. Il se fait arrêter souvent, puis il passe plusieurs séjours en prison ici et là. Ça, c'est qui il est à date. OK. Là, je te parle de Elizabeth Gale Tucker. Elizabeth Gale Tucker habite avec sa mère, Mary Lake, à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. OK. À 17 ans, elle quitte le foyer familial, puis elle emménage avec son amie Bonnie, qui habite à 250 km à peu près de Dartmouth. Excusez mon accent, là. Elisabeth, elle se trouve un emploi dans une usine de transformation du poisson à Church Point. Puis, elle n'a pas vraiment les moyens de s'acheter une voiture, puis elle a l'habitude de faire de l'autostop. C'est comme ça qu'elle se déplace.
Le 24 avril 1985, Elizabeth, ce jour-là, a fait de l'autostop. Et elle se fait embarquer comme par plusieurs autos différentes pour continuer son chemin. Et elle se rend jusqu'à la gare de Weymouth, dans l'ouest de la Nouvelle-Écosse. Et là, elle voulait, c'était pas sa destination finale, elle embarque à nouveau dans une voiture qui s'arrête pour la prendre. Il s'agit de la voiture de McRae. Michael Wayne McRae. Il a 19 ans à l'époque. McRae n'est pas au volant de la voiture, c'est un de ses amis dont on ne connaît pas le nom, qui est au volant de la voiture. Elisabeth, elle embarque dans l'auto. Les deux hommes, là, elle se rend compte que les deux hommes sont quand même en boisson, boivent du rhum, fument du pot en conduisant. Il y en offre à Elisabeth, elle refuse. Là, ils sont vraiment intoxiqués. Puis là, les deux gars commencent à faire des avances sexuelles à Elisabeth. Fait que là, elle commence à se sentir comme pas super à l'aise. Genre, faut que je sorte de là. Exactement. Puis là, ils sont de plus en plus déplacés. Puis là, McRae finit par rejoindre Elisabeth sur la banquette arrière de l'auto. Puis là, il dit, je te donne 50$, puis tu me fais une fellation. Elisabeth, elle refuse. Puis là, elle se met à crier, là, elle stresse. Elle essaie de sortir de l'auto. Fait que là, l'ami de McRae, il arrête l'auto parce qu'il commence à se battre en arrière. Tu sais. McRae réussit à immobiliser Elisabeth en lui tenant les bras. Là, la voiture est arrêtée. Fait que là, il sort de l'auto. Elle continue à hurler. Fait que là, McRae se fâche encore plus. Il la frappe violemment. Puis là, il retire ses pantalons, sa chemise, sa veste. Tente de la violer, mais ça marche pas. Là, il est vraiment pas de bonne humeur. Il est en colère. Il sort un canif de sa poche. Puis la poignarde direct dans les côtes. Puis là, il prend comme goût au meurtre. Ouais. C'est la première fois qu'il qu'il poignarde un être humain. Ouais. Fait que là, il continue parce qu'il n'arrive pas à s'arrêter. Il aime ça. Fait que là, après, beaucoup, on n'a pas le nombre exact, là, mais vraiment beaucoup de coups de couteau. Et tout d'un coup, il s'arrête. Il est comme satisfait. Puis là, il a soif. Fait qu'il s'en va dans l'auto, va chercher la bouteille de rhum. Puis il commence à boire un peu avec son ami, qui est là, puis qui fait rien. Ouais. Elisabeth, entre-temps, décède, évidemment. Et là, les deux hommes en boisson, ils décident de transporter le corps de l'adolescente. Fait que là, ils la tirent par les jambes, puis la jettent dans un buisson, sans prendre vraiment la peine de la dissimuler. OK, juste là. sur le bord de la route. Là. Ben, tu sais, comme dans un précipice, ça descendait sur le bord de la rue. Fait que tu peux pas la voir de la rue, mettons. Mais quand même. Ils embarquent dans la voiture, continuent leur route comme si de rien n'était. On sait-tu, genre, prendre son ami... Y a-tu, genre, déjà témoigné? Genre, on sait-tu qu'est-ce qui est passé par sa tête quand ça s'est arrivé, genre? On sait pas. C'est vraiment... je sais pas. Ben, c'est pas le seul cas qu'il y a un ami qui fait rien. Ah ouais. C'est comme... Ils sont comme pas là, peut-être trop intoxiqués. Écoute, tu t'attends comme tellement pas à ça que... Ouais. J'imagine que t'es sous le choc. Tu sais, il y en a qui freeze, tu sais. Ouais. Quand il y a des choses comme ça qui arrivent. Ben, des choses là, comme après ça, t'es comme, fuck, j'étais là pendant le meurtre. Fait que je ferme ma gueule, puis... Exact. C'est juste 5 mois plus tard qu'il y a un chasseur qui promène son chien dans le coin qui va trouver comme des ossements. Parce que le corps est rendu décomposé, rendu là. Puis il trouve le corps d'Elisabeth. Maintenant, je te raconte une autre histoire. Qui va finir aussi mal. Oui. Le 14 novembre 1987, donc 2 ans après le meurtre toujours irrésolu d'Elisabeth, Michael McRae, est à Saint John, au Nouveau-Brunswick. Il est rendu au Nouveau-Brunswick. Il se promène vraiment beaucoup. Là, il traîne avec 2 amis cette journée-là. Mark Daniel Gibbons et Norman Warren. Là, les 3 hommes, ils décident, pour s'amuser, de cambrioler un taxi. Fun. Tu sais, nous autres, on prend un verre de vin, nous autres. Cambrioler un taxi. Genre, on joue à des jeux de société. On joue au bin. Oui, on a joué au bin la semaine passée, c'était le fun. Donc, il appelle une voiture. Quand la voiture arrive, Gibbons s'installe en avant avec le chauffeur et Warren puis McRae en arrière. Ils disent au chauffeur, qui s'appelle Charles Bachara, qu'ils veulent aller sur la rue Cannon, qui est à côté du Market Square Mall, pour ceux qui connaissent. Arrivés à destination, les hommes disent au chauffeur de se stationner derrière une autre voiture, comme un peu caché. C'est là que McRae, qui est assis en arrière du chauffeur, il passe son bras autour de son cou, comme pour le retenir.
Et Gibbons, qui est assis en avant, il sort un couteau. Puis là, il pogne Bashara par les cheveux. Puis il demande, il menace, puis il dit donne-moi tout ton argent. À ce moment-là, Gibbons, il coupe la main de Bashara sans faire exprès. Ben, pas sans faire exprès, mais il coupe la main comme. Ouais. L'histoire dit pas si c'est voulu ou pas voulu. Puis il essaie de lui voler son portefeuille. Heureusement, Bashara réussit à se défendre puis à sortir de l'auto puis à s'enfuir. Donc, au moins, il s'en est sorti. Donc, là, le vol, total échec. Là, les gars sont comme fuck, qu'est-ce qu'on fait? Partent à la course. Fait que là, McGree et Gibbons, ils s'en vont vers le stationnement du YMCA qui est pas très loin. Puis Warren s'enfuit dans un autre sens, dans le sens opposé, tout seul. Pendant ce temps-là, Charles Bashara, il appelle la police, évidemment. Pendant ce temps-là, McGree et Gibbons, qui se trouvent tout seuls dans le stationnement du YMCA, ils discutent. Puis là, ils commencent à chicaner parce que McGree il est tellement fâché contre Gibbons. Lui, dans sa tête, c'est de sa faute si le vol a échoué, tu sais. Donc là, qu'est-ce qui se passe? McGree, il est fâché. Fait que là, il a besoin de tuer quelqu'un. Exactement. Sort son couteau de poche, l'enfonce profondément dans la poitrine de Gibbons, juste en dessous de son cœur. Il meurt sur le coup. Comme un coup de couteau fatal. Fini. Je m'attendais pas à ce que ça finisse demain. C'est horrible. Donc là, McGree, il laisse le corps dans un coin du stationnement, proche du mort. Puis, encore une fois, sans prendre vraiment la peine de le cacher. Puis, c'est le concierge du centre commercial qui va le trouver, le corps. Donc, après le meurtre, McGree, il s'en va rejoindre Warren chez lui, dans son appartement sur la rue Germain, où il se trouve aussi 2 filles. C'est les copines de McGree et de Warren. McGree, là, il est content. Là, il se vante qu'il vient de tuer Gibbons d'un seul coup de couteau. T'sais. Il sort même l'arme en question qui est pleine de sang, dépose sur la table, puis là, il dit aux filles de nettoyer le couteau. T'sais, lui, il est bien fier. Le lendemain, pour une raison qui m'échappe, Warren et McGree décident d'appeler la police pour leur indiquer l'endroit où se trouve le corps de Gibbons. OK. Je sais pas pourquoi on fait ça, OK? Est-ce qu'ils l'avaient pas encore trouvé? Ben, eux, ils savent pas s'ils l'ont trouvé ou pas. OK. T'sais, ils savent pas que la police est déjà au courant parce que le corps a déjà été retrouvé, dans le fond. OK. Fait que là, eux autres, ils font comme les nonos, puis là, ils prennent le temps de jaser avec eux, puis là, il est où, là, nana? Fait que là, la police, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retrace l'appel. Ben ouais. Tu sais, les 2 bozos. Fait que là, ils se rendent vraiment rapidement à l'appartement de la rue Germain. Et là, Warren et McGree tentent de s'enfuir. Très courte poursuite. Sont arrêtés. Pendant l'interrogatoire, McGree, il met l'assassinat de Gibbons sur le dos de Warren. Qui était même pas là au moment du meurtre. Exactement. Donc là, comment McGree réussit à convaincre les policiers? Parce qu'il réussit à les convaincre que c'est Warren, OK? Premièrement, Warren, c'est un criminel très connu. Il a passé 17 ans en prison pour des crimes très violents. Okay. Fait qu'un meurtre, c'est comme dans ses cordes. Ouais. Ça a du sens. Deuxièmement, McGree a ordonné à sa copine par la copine de Warren de confirmer l'histoire selon laquelle Warren avait tué Gibbons, puis il menace les filles de leur faire subir le même sort s'ils s'opposent. Tu sais. Et ces 2 filles-là, dans le passé, ils ont toutes 2 été victimes de violences, puis ils sont aussi accros à l'alcool et aux drogues. Et elles sont au courant de rumeurs qui disent que McGree aurait déjà tué quelqu'un. Donc, elles ont vraiment peur de lui. Avec raison. Avec raison, tu sais. Donc, terrifiées, elles acceptent de corroborer son histoire. Donc, au procès de Warren, devant le jury, comme promis, les filles, ils racontent l'histoire comme McGree leur a dit de la raconter. Elles blâment tout sur Warren pour le meurtre de Gibbons. Et là, le jury, il vient à la conclusion que ça pourrait autant être Warren que McGree qui a tué Gibbons. Donc, à cause de ça, Warren est déclaré non coupable parce qu'ils savent pas. Il y avait un doute raisonnable. Exactement. Donc, il est déclaré non coupable du meurtre de Gibbons, mais il écope quand même de 11 ans de prison pour son rôle dans le vol puis l'agression du chauffeur de taxi. Il était là, quand même. Puis McGree est condamné à 5 ans de prison pour les mêmes accusations. Vu que c'est comme sa première condamnation. Ben, c'est pas ça. Non, il a tellement passé de temps en prison. McGree?
Ouais, c'est pas... Non, il est allé plusieurs fois en prison. Ah, ouais, à ok, date. il est déjà allé. Ah, ok, Non, ok. c'est un habitué, là. Ah, ok, ok. Je pensais que c'était sa première fois, fait qu'il était quand même plus doux, mais. Non, c'est pas sa Alors que première l'autre, fois. vu qu'il a été beaucoup en prison, c'est comme 11 ans, oui. Ouais, lui, il est comme, OK. J'ai fait 17 ans, je peux faire 11. Donc, le meurtre de Gibbons est résolu. Encore une fois. Là, printemps 91. On est... Attends, je reviens un peu. On était en 87, donc 4 ans plus tard. McGray, il est incarcéré dans un établissement à sécurité minimale. Et grâce à son bon comportement, il obtient une sortie de 3 jours qui lui permet de se rendre à Montréal pour la fin de semaine de Pâques. Oh. Donc là, il arrive à Montréal et il était censé se rendre dans une maison de transition. Il était censé comme... pour qu'il sache il est où, tu sais. Ouais. Ce qu'il fait pas. À la place, le samedi soir 30 mars 1991, il décide de sortir dans un bar gay du village. OK. Au bar, il rencontre Robert Assali, qui est un enseignant de 59 ans à la retraite. McGray, il a 26 ans à cette époque-là. OK. Les hommes prennent un verre, discutent, c'est ça, ils s'entendent bien. Ils se découvrent une passion commune pour le hockey. Et Robert finit par faire une grosse erreur. Il invite McGray à prendre un verre chez lui à son condo de l'île des Sœurs. Non, t'as pas ça, Robert. Arrivé au condo, les hommes continuent à boire, regardent la télé. On sait pas trop s'ils ont eu une relation sexuelle ou non. Selon l'histoire racontée par McGray plus tard, il a dit que lui, il s'était endormi sur le divan puis qu'il s'était réveillé vers 6 heures le lendemain. Okay. Et quand il s'est réveillé, Robert Assali était dans sa chambre en train de se préparer pour la journée. OK. Et là, pendant que Robert Assali est en train de se préparer, encore une fois, McGray, il est poussé par une soif étrange de meurtre. Ouais, genre qui sort de nulle part. Là. Genre, t'as passé une belle soirée avec lui, puis c'était nice. Puis... Donc là, il prend un couteau dans la cuisine, il entre dans la chambre de Robert, pointe le couteau vers lui, puis il lui ordonne de se coucher par terre. Là, Robert, il pense que McGray fait une très mauvaise blague, on s'entend. Donc, il se met à rire. Ça enrage McGray. Donc, frustré, il se met à le frapper à la tête avec une lampe de chevet. Robert tombe sur le sol. McGray le poignarde 16 fois à la poitrine et à la gorge. Et il laisse le corps inerte de Robert Assali sur le plancher de sa chambre, ramasse une bouteille d'alcool, puis s'en va. Juste comme ça. C'est un fou furieux. Oui, puis ce qui est triste, c'est que c'est une semaine plus tard, le 7 avril, que son frère à Robert, Rudy, c'est lui qui va le trouver dans son appartement, partiellement ligoté aussi, ça a l'air. Ah ouais, partiellement ligoté, mais ça, McGray l'a comme pas raconté. Non, il l'a pas dit. Puis, tu sais, c'est comme encore plus fucked up qu'il ait fait ça le lendemain matin. Tu sais, je sais pas, tu sais, dans le sens, normalement, les tueurs, je sais pas, les tueurs, ben, je pense ça va être comme dans la soirée. Je pense qu'ils ont peut-être trop bu d'alcool, puis il s'est endormi. Ah, peut-être. Parce que McGray, je pense pas qu'il était attiré par les hommes. Je pense que vraiment la raison pour laquelle il est allé, c'était vraiment juste pour le tuer. Fait que là, vu qu'il s'est endormi, il a fait « Ah, fuck, faut que je le tue maintenant. » Parce qu'il est allé juste pour ça. Ouais. Son but, c'était pas d'avoir une relation sexuelle avec lui. Ça, c'est ma théorie à moi. Ouais. Peut-être qu'il était un peu aux hommes aussi, mais qu'il l'a jamais peut-être, avoué, mais il n'y a pas de relation sexuelle avec lui. Selon moi. On le sait pas, non? Ouais. Mais moi, je pense pas. Moi, je pense vraiment qu'il était allé pour le tuer. Ouais, probablement. Parce que sa soif de... Il y a comme pas un appétit sexuel aussi fort qu'un appétit meurtrier. Ouais, meurtrier, ouais. C'est fucké, hein? Ouais, vraiment. Et tu vas comprendre aussi pourquoi je dis ça avec le prochain. OK. Donc, on est toujours le même week-end de Pâques à Montréal. Là, on est rendu le matin du 31 mars. McGray, il sort du condo de l'île des Sœurs. Et dans Dark Poutine, il dit qu'ils ont trouvé une carte. McGray a trouvé une carte du métro parce qu'il savait pas trop il était où. Puis même eux, ils sont comme l'île des Sœurs. C'est quoi?
Mais je pense qu'ils disent après ça, ils finissent par dire Nuns Island, mais genre là, ils comprennent pas c'est quoi. Mais c'est vrai que c'est loin quand ils pensent du village. Tu sais, faut que tu prennes le métro. Fait que là, eux autres, ils disent qu'il a trouvé une carte de métro. Il a figure out comment revenir. Il était, ouais. Ouais, c'est ça. Puis, fait que là, sa bouteille à la main, il s'en va dans le métro, puis il retourne dans le village. J'avoue que, tu sais, en 91, t'avais pas de GPS, t'avais non, pas c'est genre... ça. Fait que tu sors dans une ville que tu connais pas. Ben genre, oui, à l'île des Sœurs, t'es loin, là. T'es sur une île, T'es sur une île à côté de l'île. C'est ça, t'es perdu. Donc, bref. Où je suis rendue? Oui, donc là, il s'en va au métro et il veut retourner au village, sa bouteille d'alcool à la main, toujours. Et il réussit par retourner dans le village et il traîne là pas mal toute la journée. En fin d'après-midi, il se ramasse dans un autre bar, toujours dans le village. Et là, cette soirée-là, c'est une grosse soirée à Montréal. Le Canadien affronte les Nordiques de Québec. Oh! Ça dit dans la deuxième série de matchs à domicile. Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Fan de hockey. Et là, j'ai fait une recherche pour ceux que ça intéresse. Les Nordiques, ils ont gagné 4-1 ce soir-là. Ah! Wouhou! Wouhou, Nordique! Donc, trêve de plaisanterie. On est au bar. McGray fait la connaissance de sa prochaine victime, Gaétan Etier, qui vient de Rawdon, d'une famille de 6 enfants. Et là, un peu sur Gaétan, il a l'habitude d'éviter les réunions familiales parce qu'il est homosexuel, mais il veut pas le dire. Parce qu'à cette époque-là, on s'entend, c'était plus difficile. Bien que j'ai entendu une entrevue de son frère qui dit que lui, il dit, tu sais, j'y ai déjà dit, si tu veux me l'avouer que t'es homosexuel, j'en ai rien à faire. Mais quand même. Donc là, Gaétan, il fréquente les bars gays du village où il se sent accepté, tu sais. McGray puis Gaétan discutent de hockey en prenant un verre ou deux. Gaétan finit par commettre la même erreur que Robert. Il invite McGray à son appartement pas trop loin sur la rue Saint-André pour garder la fin du match. Dans l'appartement, McGray et Gaétan sont allongés sur le lit, boivent du vin, regardent le match. Selon les dires de McGray, il aurait refusé les avances faites par Gaétan. Puis Gaétan se serait endormi. OK. Donc tu vois, je pense qu'il est vraiment pas là pour le sexe, t'sais. Parce qu'ils n'ont pas de relation sexuelle. Ouais, mais en même temps, c'est sa version. Ouais. Donc, peut-être qu'il était homosexuel refoulé mais c'est ça, aussi. parce que là, il retourne au village, puis ça, je suis comme... Ouais. Il me semble qu'il est beaucoup au village pour quelqu'un qui est pas gay. À 6 h du matin, exactement 24 heures après avoir tué Robert Assaly, McGray a une nouvelle envie de meurtre. Tu sais, une petite envie du matin. Ouais, une petite... Donc, fidèle à lui-même, ça va dans la cuisine, cherche un gros couteau, une bouteille de vin vide. D'un coup, il fracasse la bouteille sur la tête de Gaétan. C'est pas clair si Gaétan était réveillé ou s'il dormait, mais la finalité est la même. McGray se met à le poignarder violemment. Gaétan essaie de se débattre de toutes ses forces, tente de prendre le téléphone, comme d'attraper le téléphone. McGray coupe la ligne téléphonique avec son couteau, puis il continue dans sa rage meurtrière. Au total, Gaétan reçoit 11 coups de couteau au haut du corps, puis il y a une dizaine de lacérations à la tête dues aux coups de bouteille de vitre. Il est tellement mal en point, il est encore en vie à ce moment-là, qu'il a l'abdomen ouvert, puis il essaie de retenir ses intestins avec ses mains. C'est horrible. Et finalement, Gaétan finit par succomber à ses blessures, évidemment. C'est difficile à raconter. McGray, encore une fois, laisse le corps dans une mare de sang, attrape une bouteille d'alcool, s'en va. Fait tout le temps la même affaire. Oui. Ça commence à être son pattern. Là. C'est le 3 avril, 2 jours plus tard, qu'il y a un ami de Gaétan qui trouve comme bizarre qu'il donne pas de nouvelles, tu sais. Puis là, sa ligne de téléphone est coupée. Tu sais, dans le temps, quand t'appelles une ligne de téléphone coupée, ça faisait genre... Ouais. Non, ça, c'était engagé. Ah oui, c'est vrai. Genre le numéro que vous tentez de joindre. n'est pas à ton service. Donc là, il trouve ça bizarre. Fait que là, il appelle le propriétaire du building d'appartement où ce qui était. Et là, les deux hommes, il dit là, il y a quelque chose qui va pas. Donc là, les deux hommes, ils se rendent à l'appartement, le numéro 3 du bâtiment, puis ils font leur entrée dans un appartement complètement à l'envers. Ils constatent qu'il y avait eu une bagarre. Et là, rentrent dans la chambre, tombent sur le corps extrêmement violenté de Gaétan, on s'entend? Ouais.
Ça doit être assez traumatisant à tomber là-dessus. Vraiment. Surtout quand c'est quelqu'un que tu connais. Mm. J'ai vraiment de la misère à la raconter, celle-là. Oui, non, c'est triste. Fait que Gaétan, il a été retrouvé finalement avant Robert. Ouais. Parce que Robert, ça a pris une semaine. Ouais. L'ami de Gaétan, il contacte un de ses frères, donc Gabriel Etier, pour lui apprendre la triste nouvelle. Et là, Gabriel, à son tour, il apprend la nouvelle à ses autres frères et sœurs, parce qu'il était 6 enfants. Et là, tout le monde se rend à la maison familiale de Rawdon pour avertir leurs parents, parce qu'ils se sont dit s'il faut qu'ils apprennent ça par les médias, tu sais. Ouais. Et Gabriel, il a dit dans une entrevue que c'est là que les parents de Gaétan, ils ont appris qu'il était gay. Ils savaient même pas. Jusqu'à sa mort. C'est vraiment triste. Vraiment. Et pourquoi on sait autant de détails sur cette histoire-là? C'est parce que mon autre source, c'était le podcast audio du village. Oui, c'est ça. Meurtre, combat et fierté. Oui, ça me disait de quoi? Gaétan Etier. Pour ça, je vais pas te dire. C'est l'épisode 4. Y a-t-il un tueur en série? Si jamais vous voulez aller l'écouter. Et donc, il faut se rappeler, je te fais un rappel de ces années-là. Il y avait une horrible saga meurtrière visant les hommes homosexuels de la communauté LGBTQIA+, de Montréal. J'en ai déjà parlé dans le cas de Joe Rose. L'épisode 66, je l'ai noté. Et aussi, j'ai raconté la soirée du sexe garage, qui a tout rapport avec ça, ce qui est un épisode bonus sur Patreon, si vous voulez aller les écouter. C'est assez horrible, ces cas-là. Donc, Robert Assalif et Gaétan Etier sont les 5e et 6e victimes d'une vraiment trop longue liste de 17 hommes homosexuels qui ont été assassinés dans les années 90. Donc, entre 89 et 93, plus précisément, à Montréal. Et, je vous rappelle, c'est ce sur quoi porte le balado audio Le Village. Ça porte sur ces meurtres-là. Donc, en termes d'avancée, c'était comme la première fois avec les cas de Robert Assalif et de Gaétan Etier que les journalistes des affaires juridiques, ils nommaient que les victimes étaient homosexuelles. Parce que ça a l'air stupide aujourd'hui, mais c'était un grand pas à l'époque parce que les causes des crimes homosexuels, ils étaient jamais nommés. Ils étaient souvent ignorés. On disait pas qu'ils ont été tués parce qu'ils sont homosexuels. On disait c'était un crime de gang. On mentionnait jamais ça. Donc ça, c'était quand même une avancée quelque part. Puis la preuve, comme un fun fact, le rapport de police qui décrit le meurtre de Gaétan Etier, 4 lignes. Ça devait être genre, je lis pas le rapport, c'est totalement à disposition, ça devait être genre, on l'a trouvé, il était dans cet état-là, on sait pas qu'est-ce qui est arrivé, voilà. On l'a trouvé, il était mort. Ça devait être ça. 4 voyons. lignes. Ça, c'est le frère de Gaétan Etier, Gabriel, qui en parle dans le balado. C'est difficile à écouter aussi. Aussi, il y a... ça n'a pas vraiment un rapport, mais ça a un rapport. Une opinion que j'ai trouvée intéressante dans le balado, c'est Roger Leclerc, qui est un militant pour les droits de la communauté LGBTQIA+, de Montréal. Puis il a dit que, sa théorie, c'est que les tueurs, en tuant des personnes, ils tuent pas la personne. Ils tuent un désir qu'ils veulent pas vivre. Ouais, c'est ça. Fait que la police, elle doit chercher... Lui, il disait la police doit rechercher des homosexuels qui osent pas se l'avouer, comme qui tuent les homosexuels pensant que leur volonté va disparaître. Oui, c'est quand même une bonne théorie. Ben, c'est pour ça que moi, je me dis, McGray, il devait comme être gay, mais pas l'avouer. Peut-être. Puis c'est pour ça que ça se pourrait. Sa violence sortait sur ces hommes-là. Ça aurait du sens. Maintenant, plus qu'on en parle... Puis là, j'imagine qu'avec ce rapport détaillé de police, ils ont pas fait le lien entre les deux meurtres. Non, ben non. Puis en plus, c'était, à cette époque-là, c'était tellement pas médiatisé, c'était pas... Non. On n'en parlait pas vraiment, là. Fait que non. Puis même à ça, tu sais, les deux meurtres sont exactement identiques, là, ouais. Puis même que, tu sais, les victimes de McGray sont tout souvent en sous-vêtements, couchés par terre, face au sol, étranglés, coup de couteau de cuisine. C'est tout le temps la même affaire. Puis la veille, il était dans un bar du village. Puis, tu sais, en plus, c'était genre 48 heures, là, tu sais, tu peux vraiment les rapprocher dans le temps aussi. Ils sont exactement pareils. Puis c'est pas fini. Donc là, retour à l'histoire. On est le matin du lundi 1er avril 91, donc le lendemain. Tout juste après son plus récent meurtre. Là, sa sortie de 3 jours à McGray. Il est encore incarcéré. Oui, c'est ça. Elle est comme terminée depuis minuit la veille, mais il n'a aucune intention de retourner en prison. Il quitte Montréal. On ne sait pas trop il s'en va où, mais il est retrouvé vraiment rapidement par les policiers. Donc, le 20 avril, donc il
il était en liberté pendant 20 jours. En liberté, en fuite. Ouais. Il est renvoyé en prison pour bris de condition. Pas pour meurtre. Non, ils savent pas. Bris de condition. À partir de là, pendant plusieurs années, Meghri se promène vraiment partout au Canada, fait des allers-retours en prison pour une infraction ou une autre, des petits séjours. Ça dure 7 ans. Jusqu'en 1998. Donc là, je te parle de Joan et Nina. OK. Joan Hicks, 48 ans, et sa fille Nina, 11 ans, habitent à Terre-Neuve. Là, c'est pas clair si c'est dans le cadre de son travail ou non, mais Joan a l'habitude de venir en aide à des personnes qui ont eu des démêlés avec la justice. Okay. Et elle se devient amie avec l'un d'entre eux qui est incarcéré au pénitencier de Dorchester, au Nouveau-Brunswick. Ils correspondent par courrier. Après plusieurs mois de correspondance, il finit par lui dire qu'il y a beaucoup de ses co-prisonniers qui sont un peu jaloux de ses lettres puis qui aimeraient beaucoup avoir des lettres comme ça aussi. Donc, Joan a définitivement un grand cœur. Elle se met à rédiger des lettres à d'autres hommes du pénitencier, dont un dénommé Aubrey Sparks. OK. Aubrey Sparks purge en ce moment une peine de prison à vie pour avoir tué sa femme. Mais Joan, elle porte aucun jugement. Donc, elle commence quand même à correspondre avec lui. Et là, les communications se font de plus en plus nombreuses, de plus en plus fréquentes. Puis, ils se transforment en lettres d'amour. Donc là, tombe en amour par-dessus la tête. Puis, leur amour est tellement fort que Joan a décidé de déménager à Moncton avec sa fille Nina pour se rapprocher de Sparks et l'épouser. My God. Elle est en amour par-dessus la tête. Ouf! Quand même, il a tué sa femme. C'est comme... Ouais. Mais je sais pas si elle le sait. J'imagine que oui. Oui, j'imagine que oui, là. All the red flags, là. Ouais. Si t'en veux un, en v'là. Ouais. Donc, évidemment, la famille de Joan tente de la convaincre de pas y aller. Puis quand t'es en relation avec un meurtrier, c'est comme pas une bonne idée. Non. Surtout pas quelqu'un qui a tué sa femme. Ouais, c'est ça. Mais Joan, elle les écoute pas, elle est en amour. Nina non plus, 11 ans, on se rappelle. Elle n'est pas fervente à l'idée de déménager pour aller rejoindre un meurtrier. Encore là, je ne sais pas si elle le sait. Tu dis tout ça à ta fille de 11 ans, je ne sais pas, mais en même temps, le gars est en prison. Ouais, c'est ça. Donc, même que c'est vraiment triste. Dans Dark Poutine, ils disent qu'avant leur départ, Nina a donné à sa tante Judy une photo d'elle. Puis elle lui a dit que si jamais il y a quelque chose qui arrivait, elle pouvait utiliser cette photo-là pour les médias pour qu'ils la retrouvent. Oh my God! Voyons, Nina. Elle a 11 ans. Ah oui. C'est capoté. Donc, à Moncton, Joan et Nina s'installent en premier dans un refuge pour sans-abri à une trentaine de minutes du pénitencier où est Sparks parce qu'ils sont partis vraiment vite puis Joan n'a comme pas eu le temps de trouver un appartement. OK. My God. Au refuge, Joan rencontre une femme, Tammy McLean, avec laquelle elle se lie rapidement d'amitié. Tammy est en couple. Son chum, Michael Wayne Meghri. Oh boy. Oh boy. Fait intéressant qui est pas... C'est pas pertinent l'histoire, mais quand même. En février 1995, Tammy puis Meghri ont eu un petit garçon, mais en raison de complications médicales, le petit garçon il est mort à 3 jours après sa naissance. Oh non. Ouais, c'est vraiment Oh triste. mon God, c'est triste ça. Tammy, elle a déclaré que son Mike, elle l'appelait Mike, il a commencé à boire à ce moment-là parce qu'il se blâmait pour la mort de leur fils. Je sais pas si elle savait pas qu'il buvait avant ou s'il avait slacké ou parce qu'il buvait quand même. Ouais. Parce que bref. Peut-être qu'il s'était remis un peu sur le droit chemin pour Tammy. Ben oui, ça faisait longtemps qu'il avait pas tué personne. Ça fait 7 ans. De ce qu'on sait. De ce qu'on sait. Donc, Joan finit par se trouver un petit appartement, puis le couple aussi, pas ensemble. Le couple habite au 37 Brule Street à North Dartmouth. C'est vraiment difficile à dire. North Dartmouth. Oui. Meghri travaille comme paysagiste. C'est pas pertinent, mais je l'ai Mais mis. comme MacArthur. Ah ouais? Ah oui! Le tueur de Toronto. Le tueur du village gay de Toronto. Oui, c'est vrai. Il était paysagiste. Mm. Bon, tu vois, je l'ai mis. Je l'avais mis pour cette raison-là. Voilà. Donc, les 3 amis traînent souvent ensemble dans le demi-sol de Tammy et Meghri. Ils jouent au cœur, boivent de l'alcool. Nina est souvent là aussi. 11 ans, je rappelle. Le soir du 28 février 1998, Tammy, elle appelle Joan, puis elle dit que Meghri est comme incontrôlable. Il est avec son ami, Glendon Bennett. Et ils ont consommé beaucoup d'alcool puis de la cocaïne toute la journée.
Là, Tammy, tu sais, ils viennent probablement un peu agressifs. Tu sais, Tammy, elle a peur. Fait que là, John a dit à Tammy, viens me rejoindre chez nous, laisse-les faire leur party. Ouais. Viens me voir, je suis avec ma fille. Donc, Tammy, elle quitte l'appartement, ce qui met un peu McGree en colère. Et il dit aussi dans un article de CBC qu'il a été envahi à ce moment-là par une envie pressante de tuer quelqu'un quand il est parti. Donc, il propose à son ami de trouver quelqu'un à tuer. Là, les deux gars sont intoxiqués, sont sur la poudre. Fait que là, Bennett, il pense que son ami, il joke. Mais, Ouais. Fait que là, il sort, tu sais, il le suit quand même. Mhm. C'est quand tu dis j'ai le goût de tuer quelqu'un, normalement, c'est une expression. Lui, non. Non, lui, c'est littéralement. Donc, les deux hommes super intoxiqués marchent dans les rues de Moncton à la recherche d'une proie. Sans résultat. Fait que là, ils se rendent à l'appartement de John, où ce que Tammy allait. Mm. Donc, toujours en colère contre sa blonde, McGree il ordonne à Tammy de retourner à leur appartement. Dis-toi, tu feras pas la fête avec nous, nous, on va rester avec John et Nina. Tammy quitte. McGree et Bennett restent en compagnie de John et de Nina. Mhm. Quand Tammy franchit la porte, s'en va, McGree prend John par la gorge, la plaque violemment contre le mur. Avec ses deux mains, toute sa force, il étrangle John, qui tente de se débattre, mais a fini par s'évanouir puis tomber sur le sol. Malheureusement, ça l'arrête pas, McGree. Mhm. Il se jette sur elle, la bat furieusement. Elle est inconsciente. Ça n'a pas de sens. Après des nombreux coups, fidèle à son habitude, il se rend en cuisine. Couteau. Couteau à pain. Ah, couteau à pain. Couteau à pain. Il y a beaucoup de dents sur un couteau à pain. Ah. Revient vers John, puis il tranche la gorge. Dans une entrevue, il a dit que c'était juste pour s'assurer qu'il était vraiment mort. Ça n'a aucun bon sens. Donc là, comme on discutait tantôt, Bennett, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il a dit en cours que il était tellement en état d'ébriété puis sous le choc qu'il n'a pas été capable de faire autre chose que de regarder la scène d'horreur. Il a dit ça en cours. Il a dit souvent qu'il a figé. Ouais. Ben, j'avoue que, tu sais, c'est quand même je pense, une réaction un peu normale. Ben, il y en a, ouais. On a toutes des réactions différentes quand il y a des choses qui se passent. Il y en a qui figent. Ouais. Ben, en plus, il est sur la poudre, complètement chaud. Il est comme, c'est vraiment en train de se passer. Je sais pas. Oh, je veux juste que Nina s'en aille. Va-t'en, Nina. Donc, Nina, 11 ans, étranglée avec une ceinture sur son lit, puis pendue à l'aide d'une corde dans son garde-robe. Oh my God. Les deux hommes s'enfuient de la scène de crime, chacun de leur côté. Le lendemain matin, à 8 heures précises, Bennett décide d'appeler la police. Il leur dit qu'il a été témoin de 2 meurtres. Bon, au moins. Puis il fournit les adresses de John et McGree. La police trouve John étalé sur le sol de sa chambre, gorge tranchée, sa jaquette rose est relevée jusqu'à sa tête. Puis Nina pendue dans son placard en sous-vêtements. Tu sais, la scène. Ah, c'est horrible. Oh my God. Ça a l'air qu'il y a comme un... Les premiers arrivants, ils ont tellement été traumatisés qu'ils ont eu accès à un programme pour les aider, d'aide psychologique après. Je comprends. Donc, McGree, immédiatement arrêté, interrogé, et là, pendant son interrogatoire, dès les premières minutes, il fait « Ouais, c'est moi qui ai tué John. » Mais, pas Nina. OK. Il dit que Nina, c'est Bennett qui l'a tué. Il aime ça, mettre la faute sur ses amis. Un bon chum. Ouais. Donc, tu sais, son cerveau, on comprend pas trop comment il marche. Pour prouver qu'il a pas tué Nina, il dit « Je vais vous avouer d'autres meurtres que j'ai faits à la place. » Oh! C'est là qu'il mentionne Robert Assali, Gaétan Etier, Mark Gibbons et Elizabeth Gail Tucker. Il décrit précisément les meurtres, puis, classique, il mentionne des détails qui n'ont pas été révélés au public, puis que juste le meurtrier peut savoir, tu sais. Imagine être le policier qui est dans l'interrogatoire avec lui à ce moment-là, t'es genre... Ouais. Genre, je te donne 4 autres meurtres, mais j'ai pas tué la petite de 11 ans. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? Oh my God. Puis lui, il est fier, là. Ça veut dire que, tu sais, il racontait pas genre, hey, j'ai fait ça, tu sais. Ouais, non, c'est ça. J'ai fait ça, tel détail. Et il dit même que en tout, il aurait tué 16 personnes. Mais il nomme pas les autres. Donc là, on en connaît 5. Donc, il en manque beaucoup, là. Oui. Ouais, c'est pour ça que le 7 ans de break, je suis comme... il en a tué 2 en 48 heures, là. Ce serait étonnant qu'il ait arrêté pendant 8 ans, 7 ans. Ça n'a aucun sens.
Il est donc finalement encore arrêté, détenu, en attendant son procès. 6 mois plus tard, en août 98, il est soumis à une évaluation psychiatrique qui est menée par le Dr. John Bradford à Ottawa. Ça a duré 60 jours. Pendant 2 mois, tous les jours, il l'a évalué. C'est ça qu'il doit être fascinant pour un psychiatre. Ouais, vraiment. Le rapport conclut que Megrey souffre d'un trouble nerveux qui ressemble un peu au syndrome de Gilles de la Tourette. Ah, OK. Ce qui excuse rien. C'est juste quelque chose qu'on ne savait pas à propos de lui. Mm-hmm. Même avec cette conclusion-là, Megrey est jugé apte à subir son procès. Ouais. Donc, avec les conseils de son avocat Wendell Maxwell, je trouvais ça quand même cool comme Wendell Maxwell. Megrey décide de plaider coupable pour le meurtre au premier degré de Joan. Parce que le procès, c'est pour Joan. Le procès devant le jury n'a donc pas lieu vu qu'il plaide coupable. Megrey passe tout de même devant la juge Tony Allman qui le condamne à prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Mm-hmm. Apparemment qu'au tribunal, Megrey n'a pas témoigné. On ne l'a pas entendu une fois. Mm-hmm. Puis il est resté menotté tout le long, entouré de nombreux gardes pendant tout le procès. Mm-hmm. Tu sais, il est dangereux. Mm-hmm. Oui. Pendant qu'il se fait transférer d'un établissement à un autre, dans l'autobus, Megrey dit à un policier qu'il peut avouer 11 autres meurtres. Ouais, pour arriver à genre 16. chit-chat, là. Ouais, chit-chat. Mm-hmm. Moi... Mm-hmm. Donc, plus tard, il discute avec d'autres agents. C'est sûrement que le policier a fait « Hey, guys! » Hey, guys, Il discute avec d'autres agents, puis là, il demande, en échange de ses aveux des meurtres, il demande une immunité pour tous les meurtres qu'il va nommer et de l'aide psychiatrique. La Ok. police a fait non. Je trouve que c'est quand même correct. Ils veulent pas. Donc, comme tout bon tueur en série narcissiste, qu'est-ce qu'il fait? Il sollicite l'attention des médias. Il y a tous les comportements classiques. C'est Genre, l'enfant. moi. Ouais. Et je t'ai fait un petit top 5 de ses déclarations dans les médias. Mais c'est pas en top, là, mais j'en ai 5. OK. Il dit des affaires genre « C'est juste quelque chose que j'ai vraiment aimé faire. » Ah! La seule chose que je regrette vraiment, c'est que ce soit fini. Aïe, aïe. Il dit « C'est comme une envie ou une faim. C'est quelque chose que je dois faire. J'en suis à un point où je ne peux plus le contrôler. La moitié du plaisir pour moi, c'est de me souvenir des détails. » Il est pas là. Puis il dit aussi, il termine par dire « C'est pas parce que je suis en prison que les meurtres vont arrêter. » Qui veut tuer en prison? Peut-être. Donc, presque 3 ans plus tard, le 29 mai 2001, et le procès pour le meurtre premier degré de l'adolescente Elizabeth Gail Tucker, la première que j'ai parlé, elle qui faisait de l'autostop, commence en Nouvelle-Écosse devant le juge Joseph P. Kennedy. Là, Megrey plaide coupable. Le juge, parce que lui, il plaide jamais non coupable. T'sais, il est comme fier de tout ça, on se rappelle. Mm-hmm. Sauf quelques exceptions, son ami puis la petite fille. Mais, tu vois, j'ai repensé à la petite fille, puis peut-être que ça, c'est un truc dont il a honte. Parce que peut-être que dans son code d'éthique fucké, il a le droit de tuer, mais pas des enfants. Fait qu'il a fait comme, non, celle-là, c'est pas moi, c'est l'autre. Tu sais, des fois, il y a des trucs de même, genre. Je sais pas. Moi, je la connais, la raison. Ah ouais? Ah, OK. Je te dis. Mais oui, c'est une très bonne théorie. OK, merci. C'est une très, très bonne théorie. Ça ressemble à ça. OK. C'est dans le même genre. Donc, où j'en étais? Megrey, il plaide coupable. Ouais. Le juge, il dit que Megrey, et je cite, c'est un mystère diabolique impossible à comprendre. Puis il dit aussi que la petite Elisabeth, elle a eu la pire malchance de tomber sur lui cette journée-là. Vraiment. Puis il continue en le comparant à Paul Bernardo, le chum de Carla Homolka, le célèbre violeur et tueur en série. Mm-hmm. Et même aussi à Clifford Olsen. Ah! Tu te rappelles qui a assassiné 11 enfants et adolescents entre 9 et 18 ans. Ouais, lui, c'était pas un doux. Ouais. Tu sais, on le compare à lui, à ces deux-là. C'est mérité. 2 cas qu'on a couverts, by the way. Oui. Megrey est condamné, encore une fois, à prison à vie. On s'entend, même affaire. Le juge ordonne aussi qu'un échantillon d'ADN soit prélevé puis déposé dans la banque de données nationale. Oui, s'il vous plaît. Et là, il est transféré à la prison à sécurité maximale Kent en Colombie-Britannique parce que il est super dangereux, sécurité maximale. Et aussi, il est incarcéré dans des cellules individuelles. Oui. Ouais, tu veux pas être
Le compagnon de le cellule. compagnon de cellule de lui. Non. Fuck non. Il n'y a pas de problème à tuer ses amis et ses connaissances. Non. Que... Fait intéressant, en 2001, il a fini par admettre qu'il avait tué la petite Nina. Oh! La raison? Ouais. Il a dit qu'il avait pas voulu l'admettre, le meurtre, à l'époque, parce qu'il sait que les tueurs d'enfants sont souvent tués en prison. Ouais. Mais il s'en foutait de la tuer. C'est Ok, pas son ouais, c'est code ça. d'éthique. C'était pas son code d'éthique, mais il sait que le code d'éthique des prisonniers en général, C'est ça. tu Puis touches lui, pas il aux peut enfants. pas mourir parce que sinon, il pourra plus tuer. Fait. Ouais. Mais il a quand même essayé de se suicider plusieurs fois. Ah ouais, ok. L'histoire s'arrête pas là. Non! Parce qu'on se rappelle qu'il a dit aux médias, Qu'il a je pas cite, fini. c'est pas parce que je suis en prison que les meurtres vont cesser. Ouais. C'était vrai. Ah. En septembre 2010, pas très longtemps, Ouais. McGray est transféré dans un autre pénitencier à sécurité moyenne cette fois-ci, Oh. qui s'appelle Mountain Institution à Agassiz, toujours en Colombie-Britannique. McGray est placé dans une cellule avec un compagnon, Oh non. Jeremy Michael Phillips, 33 ans. Tu sais, quand tu dis « Moi, je voudrais pas être le compagnon de cellule Ouais, ouais. ». Phillips, il apprend à connaître McGray, puis comme... Moi, j'ai peur quand même de lui. Il avertit même le personnel plusieurs fois qu'il craint que McGray l'assassine. Oh carrément. my God. Oh. Il demande aussi plusieurs fois qu'on change de cellule. Malheureusement, personne ne prend au sérieux. Personne n'écoute. Oh. Le soir du 22 novembre 2010, donc ça fait 8 semaines qu'ils sont dans la même cellule, il y a un garde du pénitencier qui se rend compte qu'il y a un bout, c'est pas très clair exactement c'est quoi, là, un bout de métal qui était sur une raquette de ping-pong qui a disparu. Oh, OK. Ça doit être un bout de métal tranchant, tu sais, quelque Ouais. chose qui peut être une arme blanche, tu sais. Donc là, il y a une alerte qui est lancée, les prisonniers se retrouvent confinés. Tant que la pièce de métal n'est pas retrouvée, les prisonniers sont dans leur cellule, tu sais. Donc là, toutes les portes se ferment, les recherches commencent. Ils font souvent des comptes pour voir si tous les prisonniers sont là. Donc le dernier compte des prisonniers dans leur cellule se fait à 22h15 ce soir-là. Uh-huh. 7 minutes plus tard, McGray, out of nowhere, se jette sur Phillips, lui attache les mains et les pieds avec des draps qu'il avait coupés en forme de corde. Oh my God, il était tout prêt, là. Il bande les yeux, prend soin de lui enfoncer quelque chose dans la bouche pour pas qu'il crie. Il l'étrangle avec ses draps, les restants des draps, jusqu'à ce qu'il arrête de respirer. Et là, McGray, satisfait, il a arrêté de respirer, son compagnon. Il va se coucher, laisse le corps inerte de Phillips sur le plancher, face au sol. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Le lendemain matin, lui, il dort. Là. Il est couché. Je pensais que c'est lui qui avait pris le bout de métal, mais non. Non, même pas. Non, même pas. Ça n'a Ok. même pas rapport. C'est fucké. Le lendemain matin, à 10h02, McGray il dit aux gardes que, tu sais, il appelle les gardes, puis il dit hey, mon compagnon de cellule, il se réveille pas. Donc là, il arrive, il trouve Gray, il y a une infirmière qui arrive sur les lieux, elle le déclare morte, puis elle dit que ça a l'air le corps il était vraiment froid. Fait qu'elle dit ça fait plusieurs heures qu'il est décédé. Puis il avait enlevé les liens, le... Je sais pas, l'histoire le dit pas. Sûrement. Ouais, sûrement pour faire comme je sais pas pourquoi il est mort. Ah ben oui, parce que il était sur son lit quand il l'a attaqué. Ouais. Puis là, il était sur le sol. Ouais, fait qu'il avait tout Ah, il avait tout enlevé. camouflé le meurtre. En fait. Ouais, ben tu sais, il a pas l'habitude de les camoufler très bien, ces Non, meurtres, on c'est ça. s'entend. Donc là, il est arrêté. Ben, arrêté. Il est déjà en prison, mais interrogé, encore une fois, dès les premières minutes. Fait comme, ouais, c'est moi qui l'ai tué. Bon. Il est donc inculpé d'un autre chef d'accusation de meurtre au premier degré, de Jeremy Michael Phillips. Déclaré coupable. Il se voit ajouter 25 ans de plus à sa peine, mais rendu là, tu sais... Ben, rendu là, c'est sûr qu'il est coté comme dangereux puis qu'ils le laisseront jamais sortir. Là, Non, même c'est s'il ça. finit sa peine. Là, c'est le dernier. C'est C'est assez. Je vous avertis Moi, là-dessus. j'espère qu'ils l'ont pas remis avec quelqu'un d'autre dans une cellule là, après ça. Donc là, depuis 2012, McGray est à l'établissement Archambault de Sainte-Anne-des-Plaines. Oh, OK. J'ai fait une petite recherche. Rendu au Québec. C'est une des prisons canadiennes dans laquelle les gardiens reçoivent les meilleures formations parce que les détenus sont connus comme étant extrêmement violents puis très dangereux. Ouais. C'est d'ailleurs là que Clifford Olson et Maurice Momboucher Ouais. ont été incarcérés. Mm. Et fait intéressant, je ne savais pas, mais Maurice Momboucher est mort l'année passée du Oui. cancer de la gorge Ouais, il y à avait 69 le ans. cancer. Ouais.
le 10 juillet 2022. Je savais pas. Voilà. C'est fait vraiment par rapport, mais pour ceux qui s'intéressent. À chaque fois que je fais tout le temps ça, tu sais, tomber dans les rabbit holes. Là. Ouais. Je googlais le pénitencier de Saint-Anne-des-Plaines, l'établissement Archambault, puis là, je tombe là-dessus. Donc, Michael Wayne McGray est pour toujours tout seul dans sa cellule. Okay. Et dans Dark Poutine, ils ont lu un extrait d'un article de CBC du 29 octobre 2012 qui explique, il dit, tu sais, même McGray, il comprenait pas pourquoi ils l'ont enlevé de sa cellule tout seul pour le mettre avec quelqu'un. Il dit, je sais pas pourquoi ils ont fait l'erreur de me mettre ici, je suis pas un détenu moyen. C'est un problème mental. J'ai fait une pause pendant 15 ans, je pouvais plus me retenir. Je suis un sociopathe, je suis un tueur en série. C'est juste une question de temps avant que je tue encore. Tu sais, il est comme, pourquoi vous m'avez bougé? Ça n'a pas de sens. Et là, tu sais, il a dit qu'il avait tué 16 personnes en tout. Et il y a beaucoup d'autres suspicions, tu sais, des cas dans lesquels il a été soupçonné. Ouais. J'en ai 5 ici. Il y a, en juin 93, Shelley Connors, 17 ans. En mai 95, Nicolas Lane, 15 ans. En janvier 96, il y a Brenda Way. Et en juillet 97, il y a Crystal Jack. Qui a tout été soupçonné, mais c'est des cas irrésolus, faute de preuves, I guess. Ouais, mais en plus, ils ont son ADN, mais peut-être qu'il manquait c'était-tu avant? Attends, c'est quand? C'est en quelle année qu'ils ont demandé de l'ADN? Je pense que c'est genre en 2001. Ouais. Ça veut dire que c'était tout avant? Ouais, je sais pas. S'ils n'ont pas gardé de... Ouais, c'est ça, s'il n'y avait pas assez d'ADN dans leur dossier, là, peut-être qu'ils n'ont pas pu le comparer. Puis il y a aussi un autre podcast que j'ai trouvé qui parlait de... Merde, j'ai oublié le nom. Du fait que la police de la Nouvelle-Écosse connaissait vraiment bien Wayne et que il aurait pu McGray, excusez, et qu'il aurait pu peut-être être arrêté avant vraiment beaucoup de meurtres, tu sais. J'ai son dossier ici, tu sais, ça décrit tout ce qui a été arrêté. Tu sais, conduite dangereuse, il a été arrêté, il a fait 6 mois. Après ça, violation de... je lis en anglais, puis j'essaie de le traduire. Parole violator. Après ça, sexual assault. Un autre sexual assault. Mischief. Ça, c'est un vol en dessous de $1,000. Tu sais, il y a theft under $1,000. Fail to comply with probation order. Assault with intent to commit robbery. Theft over $1,000. Ça arrête jamais. Ouais. Assault peace officer. Breach of probation, fail to attend court. Il y a tellement... Son dossier était tellement épais. Ouais. Puis à chaque fois, tu sais, il faisait des checks, c'était écrit 5 jours, 5 ans, 12 mois, 3 mois, 1 mois, 6 mois, 8 mois, 4 mois, 4 mois, 6 mois. Tu sais, c'est tout le temps ça. OK, ouais. Fait qu'il faisait des petits séjours. In and out, tout le temps. Puis, mais j'imagine que tu peux pas le garder si t'as pas d'autres raisons. Non, mais c'est ça. Parce que c'était pas des crimes graves. Mais il n'y a pas comme une limite au crime puis au nombre de fois que tu peux aller en prison. Il n'y a pas une limite, genre, OK, après 10 fois in and out, on te garde. Là. On te garde 10 ans. Je dis n'importe quoi parce que je suis frustrée, là, mais... Tu sais, genre, la sentence devrait être de plus en plus sévère si c'est pas... Mais c'est sûr que ça, c'est considéré, là, s'il y a déjà des accusations. Mais en même temps... Des condamnations précédentes, là. Mais... 2 mois, 4 mois de probation, 2 ans de probation, 2 mois, 5 jours, 5 ans, boum. Après ça, 3 mois. Tu sais, 5 ans, après ça, 3 mois. Ça n'a pas de sens, là. C'est tout dans l'ordre criminologique, ce que je viens de te dire. 87, 89, 93, 94, ça n'arrive jamais. En tout cas, bref. Histoire très frustrante. Aïe, aïe. Fait que là, il est encore en vie. Ouais, dans Saint-Anne-des-Plaines. Puis il a genre 60 ans. Il est né en 65? 65. Oh non, fais pas le calcul. Mais attends. Je pense que ça fait 35 plus 23, ça fait quoi? 40. 65, 2005, il a eu 40 ans. Plus 20. Plus 20 presque, 60. Là. Il y a un peu moins que 60. Genre 58, quelque chose comme ça. On est bonne en maths. Les chicks, ça, les gens qui vont nous écrire vont être là. Il y a genre 75. Ouais, c'est ça. Il est mort, ça fait 3 ans.
Donc voilà, c'était l'histoire de Michael Wayne McGray pour commencer en feu l'année 2024. Aïe, aïe, ouais. Ok, je l'avais déjà entendu, mais j'avais vraiment tout oublié Mais c'est parce les qu'il détails. Là. Il est connecté à tellement de cas. Ouais. Puis tu sais, le nombre, je t'en ai nommé 5 des cas irrésolus auxquels il est relié, mais il y en a bien plus que ça. Ouais, c'est sûr. Il y a un podcast qui est... je l'ai plus. Mais il y a un podcast qui est dédié à ça. C'est vraiment comme un tueur en série classique, là, dans le sens... Ah, il y a tout ce que... Ouais. On s'en vient des pros là-dedans, là, vous Mm. autres aussi, j'imagine, à force de nous écouter. Après 70 épisodes. Il y a comme beaucoup de tueurs que c'est comme les pulsions sexuelles qui vont les amener à tuer. Lui, c'était vraiment la pulsion de tuer. Ouais, puis il en parle Point. ouvertement, là. Genre, il aimait ça. Ouais. Mais c'est la rage. Ouais. C'est tout, ça vient tout de sa rage intérieure. Genre, ses abus sexuels, il a été battu. Tu sais, après ça, abus de drogue, abus d'alcool. Je veux dire, ça te fait... Ton cerveau, il est pas Ouais, en t'es pas santé. bien, là. Non. Ouais, voilà. Aïe, aïe. Yes, good job. Merci pour cette histoire. J'ai travaillé très fort là-dessus. Ouais, oui. Je suis brûlée une fois de plus. Ah oui, j'avais des petits shout-outs. Ah oui! OK, pour nous remettre de bonne humeur. Vas-y. Saint-Jérôme? Ouais, Yes! quelqu'un nous écrit sur Saint-Jérôme cette semaine. C'est vrai? Alors, Guillaume, qui dit « Allô, j'habite à Saint-Jérôme et l'été, j'installe 2 aires climatisées dans mon appart. Un dans mon salon et un autre dans la fenêtre de notre chambre. Un beau samedi après-midi, j'écoutais la télé avec ma conjointe, puis à un moment donné, le chien se met à japper. Alors, comme tout bon maître, j'ai dit à mon chien « Lola, ta gueule! » Quand on a été se coucher le soir, l'air climatisé de la chambre avait disparu. Oui, on s'est fait voler notre air clim en plein après-midi, pendant qu'on était là. Il dit Saint-Jérôme, c'est n'importe quoi. C'est tout pour mon anecdote. Bonne journée. C'est bon. Vous, hein? En plein après-midi pendant qu'ils sont là. Hein? Imagine, tu rentres dans ta chambre, tu vois quelqu'un dans ta fenêtre en train de prendre ton air climatisé, t'es comme, ben voyons. Oui. Ah, fait que Lola, elle avait raison. Ouais, faut toujours écouter son chien. C'est la morale de l'histoire. Surtout si t'habites à Saint-Jérôme. Sinon, j'avais des petits shout-outs que j'ai tellement notés il y a longtemps. Là, je m'excuse pour les gens. OK. Shout-out Geneviève et ses garçons qui dit « Je suis une belle-mère indigne. Ah, je l'ai vu, celle-là. Car Henri, 11 ans, Hector, 8 ans, Charles, 12 ans et Louis-Philippe, 11 ans, vous adorent. » Le « allô » est un inside entre nous. Oh. OK. Allô, les garçons. Allô, Geneviève et les garçons. Ah, ça, c'est trop drôle. Ça arrive souvent qu'il y a des parents qui nous disent « Man, ton enfant, tu penses qu'il dort dans l'auto, puis là, il entend. Fait qu'il tranche la gorge. 47 coups de couteau. Oups. Ses intestins sortent de partout. » Oups. Classique. Bon, oui, je vais en lire un autre tac je me rattrape sur les shout-outs en retard. Vas-y. Lily. Salut les bines. Moi, je voudrais juste que vous disiez salut à ma meilleure amie. On écoute tous vos podcasts et on trippe, on les écoute ensemble en jouant aux cartes. Donc, salut à Rox de Lille. Vous êtes trop hot, lâchez pas. Oh, merci. Allô, Rox et Lily. Voilà. On peut en garder d'autres pour d'autres fois. Merci encore une fois de nous avoir écoutés. Et pour ceux qui ne savent pas, on a un magnifique site web maintenant que j'ai fait pendant le temps des fêtes, qui est en ligne. Ben, en ce moment, il ne marche pas, mais qui a rendu, quand vous écoutez l'épisode, il va être en ligne. Moi-même, je ne l'ai pas encore vu, j'ai vraiment... Il est vraiment nice, je me suis vraiment donné. Si vous voulez aller écouter nos épisodes, parce que je sais qu'il y en a qui avaient de la misère avec les liens les dernières fois, donc ils sont tous sur notre site web si vous voulez aller les écouter. Et c'est ça. C'est ça. Alors, merci Binkou d'avoir été à l'écoute. Puis on se voit dans 2 semaines. Oui! Bye! Bye!